tous, bienvenue sur Radius Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux sportifs, sportivité, management, entrepreneuriat, j'ai envie de dire même combat et surtout le combat dans un collectif. Pour parler de ces deux entreprises avec deux entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Thomas Desplanques, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Thomas, vous êtes directeur général du groupe CESG, qui est expert dans le conseil de la stratégie et le service opérationnel en matière de sécurité générale. Et on verra tout à l'heure ce que veut dire cette sécurité générale ou globale. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Benoît Koenig. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Benoît, vous êtes cofondateur de Vision. Vision, je rappelle, Vision qui est plus particulièrement, c'est une start-up, mais plus particulièrement un logiciel de vidéosurveillance intelligente et plus spécifiquement, du moins pour l'instant, et on verra pourquoi je dis du moins pour l'instant, détection de comportements suspects. Et un des cofondateurs est déjà venu sur ce plateau il y a maintenant 4 ans, lorsque vous avez gagné un prix dans le cadre du gala des directeurs sécurité, si je ne m'abuse. Voilà, alors comme je disais, un cofondateur, vous êtes trois à mener ce bateau. Il y a Thibaut David, Damien Ménigaud et vous-même, Benoît. Et puis, tout a démarré lorsque vous étiez tous les trois étudiants à Polytechnique. Une passion commune, l'intelligence artificielle, je crois. Exactement. À l'époque, en 2016-2017, c'était très compliqué de faire de l'IA sur vidéo. Et on a décidé de se lancer pour être les premiers sur ce créneau. Voilà. Alors, votre vision commune à l'époque, c'est développer une solution avancée pour faire évoluer la sécurité et plus particulièrement dans un secteur qui est le retail. Voilà, donc on se voit vraiment comme les leaders de la reconnaissance de gestes sur contenu vidéo. Et notre premier cas d'usage, en effet, c'est d'aider les commerçants à lutter contre le vol à l'étalage. Et commerçant, parce que vous avez votre histoire personnelle, je crois. Exactement, j'ai de la famille qui possède et gère des magasins de proximité à Paris. Et donc, c'était un sujet, le vol à l'étalage, un sujet très prégnant. À chaque réunion de famille, c'était le sujet principal de discussion. Voilà, donc vous êtes parti finalement d'une vraie problématique que vous connaissiez, j'ai envie de dire, dès votre plus tendre enfance. Et vous avez voulu aider ces commerçants à pouvoir pallier ces vols à l'étalage, ces des marques inconnues. Également, vol à l'étalage et des marques inconnues, je pense, les deux, non? Voilà, alors c'est quasiment la même chose. Pour ne pas rentrer trop dans la technique, disons qu'on aide vraiment les commerçants à réduire leurs pertes liées au vol à l'étalage. Et c'est en effet un sujet très important dans un secteur, notamment la grande distribution alimentaire, où les marges sont très faibles. Si le vol à l'étalage est mal géré, ça peut faire tomber un magasin en déficit. Très bien. Alors, les enjeux que vous avez rencontrés en développant cette start-up, très jeune, avec les deux autres cofondateurs, tout d'abord, c'était adapter, et vous adapter vous-même à toutes les caméras du marché, parce qu'il y avait déjà moult types de caméras à l'époque. Alors voilà, ça c'était le premier défi, d'arriver à être compatible avec n'importe quel système de caméra. On a de la chance. Aujourd'hui, la plupart des caméras présentent des protocoles assez universels qui permettent de connecter n'importe quel service à ces systèmes de caméras. Et ça nous a d'ailleurs permis de pouvoir commercialiser très tôt la solution, même à l'étranger. Aujourd'hui, plus de 60% de notre revenu est fait à l'étranger, en dehors de France. Et donc, encore une fois, les premiers magasins qu'on a équipés sont les magasins de ma famille. Ça a été vraiment un bon laboratoire pour tester, itérer sur notre algorithme. Et depuis 3 ans maintenant, on commercialise de manière très importante notre solution en France et à l'étranger, avec une belle traction américaine aussi. Plus de 10% de notre revenu maintenant vient des États-Unis. Et on pourra en parler après. On a des phénomènes qu'on n'a pas encore en Europe. Ouais, on en parlera effectivement après et on verra pourquoi vous vous êtes orienté ou pourquoi vous avez une belle réussite outre-Atlantique, on va dire. Vous avez dû, j'imagine, faire un gros effort au niveau de la recherche et développement. Quand on parle de logiciels, il y a beaucoup de R&D derrière.
Alors, c'est un très bon point. L'IA, jusqu'à très récemment, nécessitait des capacités de calcul très importantes. Et donc, pour équiper des clients en solutions d'IA sur n'importe quel sujet, on a en général la nécessité de mettre en place des serveurs de calcul qui coûtent cher, qui prennent de la place. Et on a fait un gros effort très tôt chez Vision de pouvoir optimiser nos algorithmes qui sont sur de la vidéo, donc beaucoup plus lourds que de l'analyse image. Ce qui fait qu'on a pu démocratiser, si vous voulez, l'IA pour des petits commerçants qui sinon n'auraient pas pu se le permettre. Et c'est en général les grands groupes qui ont la capacité à s'équiper de solutions d'IA. Donc aujourd'hui, notre solution tourne sur un mini-serveur qu'il est très facile d'installer. En un jour, nos clients commencent à recevoir des alertes sur des comportements liés à des vols potentiels. Voilà, donc on voit cette vraie évolution. Il vous aura fallu 3 ans, je crois, hein, pour pouvoir développer tout ceci. Ce n'est pas rien, avant de pouvoir commercialiser. Comment est-ce qu'on fait quand on est jeune, qu'on débute une start-up, qu'on a 3 ans d'investissement en R&D notamment? Comment est-ce qu'on fait financièrement? C'est un très bon point. À titre personnel, c'est des mois, des années très compliquées au départ. On a la chance en Europe et en France particulièrement d'avoir depuis quelques années l'attrait d'investisseurs, notamment d'investisseurs étrangers. Il y a beaucoup de fonds américains désormais qui investissent en Europe et en France. Donc on a eu la chance de profiter de cette vague-là. On a pu lever des fonds très tôt dans notre histoire, ce qui nous a permis d'investir très vite en recherche et développement et de constituer, si vous voulez, des barrières à l'entrée très importantes grâce à ces fonds. Et c'est tout l'enjeu des années qui viennent avec la réglementation qu'on a sur l'intelligence artificielle, qui est nécessaire évidemment, mais il ne faut pas ralentir l'émergence de technologies comme celle que Vision a pu développer en 3 ans. Très bien, merci, merci à vous Benoît. Alors je parlais en introduction de sportifs, d'esprit sportif, comme je le disais, je reçois 2 sportifs ce matin. Vous, c'est le rugby. Alors, je pratique le rugby depuis l'âge de 6 ans. C'est mon père qui m'y a forcé au départ et puis j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Je joue depuis donc plus de 20 ans. Je me suis blessé l'année dernière, donc je suis encore en réhabilitation là et j'espère pouvoir reprendre tranquillement les entraînements avec les anciens d'HEC de Polytechnique l'année qui vient, l'année prochaine. Ça sert au quotidien? Comment? Je dis ça sert au quotidien. Alors évidemment, parce que au rugby, typiquement, chacun a sa place, chacun a un rôle bien défini. Et puis, quand je dis chacun a sa place, c'est on a tout type de morphologie, tout type de compétences sur le terrain. Et c'est ce que je ressens au quotidien, d'arriver à trouver la bonne place pour chaque personne et surtout faire en sorte que tout le monde puisse collaborer. Et c'est ce qu'on a sur un terrain de rugby. Si les avants ne fonctionnent pas bien, la ligne de 3/4 n'arrive pas à marquer l'essai. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je reviens vers vous dans quelques minutes, Benoît. Alors, sportif, j'en ai un deuxième à ma droite, Thomas. Alors, vous, votre passion, c'est davantage le tennis. Oui, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif, parce qu'on joue aussi en match par équipe avec des coéquipiers. On peut jouer le simple, on peut jouer le double. Et je bois les paroles de Benoît, et merci pour cette introduction, parce que cette métaphore entre le sport de haut niveau, en tout cas la performance dans le sport et la performance en entreprise, moi je m'en inspire beaucoup aussi depuis de nombreuses années, et on le cultive et on doit le cultiver. Donc je bois mes paroles et je sais qu'en plus vous êtes très présent aussi sur différents plateaux et dans les médias que vous organisez au quotidien, et vous faites beaucoup d'utiliser beaucoup les sportifs pour venir justement apporter leur valeur ajoutée. Non, c'est bien entendu dans nos entreprises un sujet qui nous anime. Et puis il y a des liens extrêmement forts entre la sécurité et les gros événements sportifs, Roland-Garros sur lequel nous assurons d'ailleurs une partie de la sécurité, les Jeux Olympiques, mais c'est un autre sujet sur lequel aussi nous allons contribuer. Vous êtes présent, voilà. Dès cet été. Alors on va en reparler de toutes ces activités. Alors récupérer la balle. Vous avez su la faire à moult reprises depuis que vous avez démarré dans le monde professionnel. Parce que, alors, j'ai regardé, vous avez été directeur d'agence Decathlon, directeur France du réseau Carrefour,
voyage et spectacle. Vous étiez déjà dans l'événement. Exactement. Puis Ridexpo, puis vous passez chez Securitas en tant que directeur général des activités mobiles et télésurveillance. C'est ça. Voilà, et téléassistance d'ailleurs à l'époque. Et puis directeur général délégué de VIF System pour enfin devenir, il y a un petit peu moins d'un an maintenant, directeur général de CSG. C'est ça. Vous avez quand même un sacré parcours, Thomas. Oui, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un parcours certain. Pas beaucoup dans les startups, quoique sur une expérience, j'ai été aussi dans les petites entreprises. Benoît en faisait référence, lui, sur ces startups, plutôt des grands groupes, comme vous l'avez vu. Mais je vous ai jamais quitté, puisque dans mes nombreuses activités, j'ai toujours été très en lien avec les Agora ou avec Michael Lejar, etc., etc., que ce soit sur la logistique chérie d'exposition, que ce soit à Securitas aussi avec l'Agora de la sécurité. Donc voilà, on a un joli point commun et en tout cas, je suis ravi de participer aujourd'hui à ce plateau. Alors Thomas, on parlait en préambule, hein, comme je le disais, ça fait 10 mois maintenant que vous êtes directeur général de CSG, CSG qui a démarré il y a 25 ans. Exactement, il y a 25 ans déjà, CESG donc, fait partie de la maison mère qui s'appelle ICTS France, ICTS Europe, qui est leader sur la sûreté aéroportuaire, leader européen avec une présence dans 25 pays. Et nous sommes davantage spécialisés sur le marché français depuis 25 ans, sur la sécurité générale en B2B, plutôt premium, c'est-à-dire que nous opérons plutôt sur des clients et des prestations de sécurité lorsqu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Mais j'y reviendrai. Et tout ça, nous appartenons à un grand groupe qui s'appelle Harmonia, avec différentes marques. ICTS a été racheté donc en 2013 par ce groupe, exactement. Harmonia, qui fête cette année... C'est 50 ans. C'est 50 ans. C'est 50 ans, un groupe qui a été créé par la famille Tello, Patrick Tello, qui est toujours à la tête. Au board et à la tête de ce groupe-là, 1974. Date de mon année de naissance, c'est anecdotique, mais en tout cas, Patrick Tello et ses enfants aujourd'hui dirigent ce grand groupe d'un peu plus de 20 000 salariés qui pèse quasiment 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un groupe qui est spécialisé uniquement dans les métiers d'hommes et de femmes, que les métiers de service. Métiers de service, hospitality, facility management. Exactement. Voilà, des hôtesses d'accueil avec Maola, qui est une marque bien connue, et moi-même qui pilote CESG, qui est une filiale d'environ 1000 salariés sur la sécurité générale. Voilà, alors 1000 salariés, le chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous faisons 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les perspectives, parce qu'on a des fortes perspectives de croissance. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. 1000 salariés, exclusivement du CDI, parce que nous avons besoin d'avoir des équipes fidèles. Alors ça démarre par des agents de sécurité qui sont des postes très importants pour nous, jusqu'à des chefs d'équipe, des coordinateurs, avec aussi une forte appétence sur le management, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'encadrer fortement nos équipes. C'est aussi un de nos points forts qui nous permet de nous démarquer, puisqu'on est extrêmement présent chez nos clients en termes de management et de middle management. C'est ce qui a été effectivement, durant une certaine période, demandé, c'était une nécessité, on l'a vu avec ce fameux BATI-ESMOS notamment, entre autres, qui a été créé pour ce middle management. Aujourd'hui, ça a bougé ? En tout cas, nous, c'est un de nos points forts. On a plusieurs engagements vis-à-vis de nos clients. On a des engagements au niveau de la qualité. Comment CESG, on essaie de se démarquer. On essaie de se démarquer par des contrôles qualité très réguliers, par une présence managériale extrêmement forte. Une fois qu'on a un contrat, on ne lâche pas le contrat. C'est ça. On a un suivi client. Vous accompagnez le client. Et c'est notre savoir-faire. Et c'est toute la difficulté ou l'alchimie. Donc le middle management, alors je ne dis pas que c'est gagné d'avance, hein, au contraire. Autre point clé, c'est on investit beaucoup dans la formation. On appelle ça luxury formation attitude. interne. Énormément de formation interne, luxury attitude, c'est-à-dire que l'ADN de CESG, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était le luxe, qui continue d'être un secteur important pour nous. Et on a dupliqué tous les savoir-faire, toute la culture du luxe à nos différents secteurs d'activité. Vous avez 5 secteurs d'activité aujourd'hui, c'est bien ça? 5 secteurs d'activité. Si vous pouvez les détailler. Donc le luxe, l'ADN, qui fait partie toujours et encore, et je souhaite demain de continuer de cultiver ce secteur, le corporate tertiaire, mais toujours avec de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça va être des institutions européennes, politiques, des sièges sociaux d'une certaine taille, avec des enjeux qui demandent du haut de gamme. Qui demandent du haut de gamme. Des agents qui parlent anglais, par exemple. Voilà, c'est notre positionnement. La supply chain, la logistique, que je connais un petit peu pour avoir œuvré chéri d'exposition dans ces secteurs-là.
les data centers, avec le boom du e-commerce qui se développe énormément. Qui se développe, sujet sensible, protection des données. On ne fait pas de cybersécurité, on apporte la valeur ajoutée et de la sécurisation de ces sites-là. Et puis le dernier secteur, le dernier né, l'événementiel et le sport, où on apporte notre professionnalisme pour sécuriser aussi les gros enjeux. Je vous parlais des événements sportifs, de tennis, qu'on connaît bien, des Jeux Olympiques à venir. Donc c'est le 5e secteur qu'on a développé depuis quelques mois. Typologie de clients, plutôt grand groupe par rapport au secteur que vous venez de définir? Plutôt grand groupe, oui, et plutôt grand groupe de très belles marques dans le luxe, des belles marques françaises avec un savoir-faire très fort, ancestral. Donc ça nous apporte aussi beaucoup parce qu'en fait on va s'appuyer sur l'excellence opérationnelle de ces grands groupes français dans la couture, dans la joaillerie, pour aussi intégrer cette valeur ajoutée dans nos process. Donc c'est très inspirant pour nous, plutôt des grands groupes en tout cas sur les différents secteurs. Ouais, très bien. Benoît, je reviens à vous. Vous commenciez à évoquer un petit peu aujourd'hui où vous en étiez et où vous alliez aller demain. Je le rappelle, 6 ans d'existence, c'est peu, mais vous avez déjà fait un très très long chemin, un beau chemin parcouru. Aujourd'hui, plus de 3000 magasins équipés dans 25 pays. Mais comment faites-vous ? Alors, en effet, on démarre à peine. J'espère qu'on aura la même trajectoire que cette très belle entreprise qui a plus de 50 ans d'existence. On a décidé très vite de s'internationaliser parce que les caméras, en fait, sont très similaires ou fonctionnent de la même manière dans tous les pays. Et notre premier cas d'usage, le vol et l'étalage, fonctionne partout pareil. Et donc, ce qui fait que pour nous, installer un magasin en Australie, en Europe, au Brésil ou aux États-Unis, c'est à peu de choses près le même processus, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 60% de notre revenu vient de l'étranger. Et c'est intéressant de voir que l'adoption de notre produit se fait de manière très similaire dans chacun de ces pays. On a la chance de pouvoir juste traduire notre application pour pouvoir vendre à l'étranger. L'intelligence française s'exporte. Voilà, c'est une de nos fiertés d'avoir une recherche et développement basée 100% en France. On a les meilleurs ingénieurs du monde en intelligence artificielle. Il faut en profiter et il ne faut surtout pas les laisser partir à l'étranger. Il y a de très belles opportunités en France et en Europe. Et on est très fiers d'avoir construit cette équipe R&D à Paris et de retenir ces talents. Et comment ça se passe pour se développer autant et aussi bien à l'étranger? Vous avez évoqué des fonds d'investissement américains. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est juste du bouche à oreille? 25 pays, c'est quand même énorme. Vous avez, je veux bien croire, voilà. Mais si vous avez quelques éléments à nous donner pour nous expliquer comment vous avez pu en si peu de temps autant vous faire connaître dans tous ces pays. Alors, on a eu quelque part la chance de passer par cette période Covid qui a pu être très compliquée, qu'on a réussi à aborder sereinement. Et en fait, le Covid a eu pour effet de démocratiser l'usage de la vidéoconférence, de la visioconférence pour beaucoup de professionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 95% de nos ventes se font complètement à distance avec une démonstration en ligne qui nous permet de signer des contrats à distance. Pas besoin de se déplacer, pas besoin d'aller sur place. Gain de temps et en même temps, vous arrivez à montrer ce savoir-faire au-delà des frontières. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça a été la possibilité de faire des partenariats avec des entreprises de sécurité qui ont pignon sur rue depuis bien plus longtemps que nous, qui apportent leur crédibilité, leur savoir-faire et qui complètent aussi par leur expertise la mise en place de notre solution, puisque savoir bien orienter les caméras, savoir les installer correctement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et on s'appuie sur nos partenaires revendeurs qui distribuent la solution dans plusieurs pays. Par exemple, l'Australie, on n'a pas envie d'ouvrir une équipe en local. La différence d'horaire est trop compliquée à gérer et on passe par des partenaires distributeurs qui vendent à des clients australiens. Donc un très bon réseau aujourd'hui qui vous a permis effectivement de vous développer plus facilement. Néanmoins, c'est aussi un gage de confiance, c'est-à-dire que ces distributeurs vous ont fait confiance et ont su à un moment donné détecter
votre expertise et la plus-value de votre logiciel. Exactement, donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Notre partenaire voit en vision la possibilité de vendre le futur à leurs clients. C'est une valeur ajoutée, c'est du revenu récurrent supplémentaire évidemment. Et d'un autre côté, nous on bénéficie d'un réseau de clients existants. Nos partenaires ont leur parc de magasins équipés de leurs caméras, donc beaucoup plus rapide que nous pour aller conquérir ces marchés-là. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire adopter cette technologie vraiment très récente et de faire comprendre comment l'IA fonctionne à nos partenaires et à nos clients. L'IA, ce n'est pas de la magie, ça nécessite du temps, de l'entraînement et de pouvoir s'y adapter pour changer un petit peu les process au quotidien et travailler avec l'IA pour dupliquer, pour démultiplier pardon, la productivité des salariés. Alors, 250% de croissance en 2 ans. En 3 ans, en effet, c'est des montants importants. C'est pour ça que je disais, le rugby nous aide beaucoup à gérer ce qu'on appelle ce phénomène d'hypercroissance et de passer de 2 à 120 salariés aujourd'hui en l'espace de 3 ans. C'est très difficile à structurer. C'est très excitant aussi, mais ça nécessite de faire entrer des gens qui ont de l'expérience pour structurer de telles équipes. Au niveau de ces 120 salariés, puisque vous venez de l'évoquer, quel est le pourcentage en R&D, en partie commerciale, puisque j'imagine que c'est une partie qui prend aussi de plus en plus de place aujourd'hui en pourcentage dans votre société. C'est plus une start-up. On est au-delà de la start-up maintenant. Comment est-ce que vous avez recruté, des difficultés de recrutement? Qu'est-ce que vous recherchez comme profil? Et puis, quel est le pourcentage en fonction des métiers? Voilà, donc 40% de notre équipe aujourd'hui travaille sur la R&D, donc aussi bien sur l'amélioration de notre algorithme de détection que sur la partie applicative, tout ce qui est ce qu'on appelle le back-end, connecter ça au cloud. On parlait des data centers tout à l'heure, des sujets qu'on connaît bien et qu'on utilise évidemment beaucoup. Et sinon, 60% sur des fonctions support, marketing et commercial. De grosses difficultés à recruter évidemment sur cette partie R&D, mais aussi sur la partie commerciale. Encore une fois, on va attaquer nous différentes géographies depuis Paris et Lisbonne. On a deux bureaux aujourd'hui. Il faut trouver les bonnes personnes qui savent vendre en visioconférence. Et on a une typologie de clientèle assez spécifique puisque notre ADN, c'est vraiment ce qu'on appelle le SMB, les magasins franchisés à qui on veut donner un accès à l'IA qui ne doit pas être réservé uniquement aux grands groupes qui en ont les moyens. Très bien. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, vous êtes positionné sur un besoin, une réponse à un besoin très spécifique. Et vous êtes la référence, vous êtes une des références aujourd'hui et vous allez le devenir de plus en plus demain dans la lutte contre cette démarque inconnue. Mais pas que. Vous avez d'autres projets à venir, je crois, avec cette IA. Alors tout à fait. Encore une fois, on se voit vraiment comme les leaders de la reconnaissance de gestes sur contenu vidéo. Notre premier cas d'usage, aider les commerçants à réduire leurs pertes liées au vol. C'est un sujet, encore une fois, mondial, très important. Mais on va pouvoir travailler sur d'autres sujets à l'avenir. On pense qu'il y a bien encore 2-3 ans de travail sur aider les commerçants à lutter contre le vol. Je pense notamment à détecter les fraudes en caisse automatique. Ça, c'est une grosse demande de nos clients, évidemment. Mais demain, on pourra imaginer d'autres applications et utiliser la reconnaissance de gestes et la compréhension des comportements humains pour aider typiquement des réseaux sociaux à modérer les contenus qui sont postés chaque jour. On peut imaginer des applications médicales également. Il y a des pathologies qui peuvent se détecter précocement en détectant des comportements spécifiques. Je pense à Alzheimer, par exemple. Et puis, après, de manière générale, pouvoir détecter d'autres types de comportements qui ne sont pas du vol, mais des comportements violents, des bagarres, de la dégradation de biens, ce genre de choses qui sont aussi des gestes à comprendre et à détecter automatiquement via l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Benoît. Alors effectivement, on le voit, cette IA est au centre de vos activités. Une partie
sûreté, sécurité, on le voit surtout sur la lutte contre la démarque inconnue. Demain, vers autre chose, toujours dans le domaine de la sécurité-sûreté, mais aussi des réponses à d'autres besoins, comme vous l'évoquiez, au niveau médical. Merci beaucoup Thomas. Thomas, vous avez aussi forcément une vision stratégique. Alors, vous allez l'évoquer avant ceci. On parlait formation, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, et emploi. Alors, on le sait, une entreprise comme la vôtre, qui est quand même, vous l'avez dit, qui représente des milliers aujourd'hui de salariés. Comment est-ce que vous faites pour recruter? C'est de plus en plus dur? Oui, il est clair qu'il y a des tensions aujourd'hui sur les métiers de la sécurité, dans les métiers de service. Donc on est obligé de se réinventer. Benoît parlait en tout cas, eux aussi, ils ont besoin de sourcer des collaborateurs avec des talents pour pouvoir vendre en visio. Nous, on a besoin de talents. C'est pas les mêmes talents. On n'est pas sur les mêmes perspectives ou les mêmes perspectives. Elles sont probablement un peu plus pratico-pratiques, mais les difficultés sont présentes. Oui, il faut se réinventer dans les recrutements. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? On fait beaucoup d'entretiens de groupe, y compris sans CV. On est obligé de chercher pour faciliter, pour augmenter nos niveaux de vivier. Et finalement, des fois, on a des très bonnes surprises. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires, des prestataires pour valoriser le marque employeur. Beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, donc des entretiens collectifs, 2 par mois, on appelle ça des hubs, ce qui n'existait pas en tout cas dans nos métiers. Donc on est plutôt confiant, j'allais dire cette année, pour les Jeux Olympiques pour recruter, mais clairement c'est compliqué. Et puis il faut rappeler que c'est des métiers difficiles. Agent de sécurité dans le luxe, on est debout toute la journée, on doit être très vigilant. Benoît parlait de la vigilance via ces systèmes, des signaux faibles, de reconnaissance de gestes, de contenu vidéo. Eh bien, nos équipes, quand elles sont chez un client de grande renommée, doivent être extrêmement vigilants dans tous ces signaux-là pour pouvoir détecter une potentielle alerte. Ce pas des métiers faciles, ils sont debout jusqu'à 12 heures par jour. Donc, recruter ce type d'agent, y compris savoir parler anglais, comme j'ai évoqué, la bonne posture, la bonne attitude. On leur demande forcément plus dans vos métiers parce que la clientèle il y a cette qualité. très exigeante. Exigeante, pardon. Donc, non, c'est difficile. On fait en sorte... Il y a un problème d'offre et de demande aujourd'hui. Il y a un problème aussi de niveau de salaire et de niveau prix. Parce qu'il y a une clientèle à la fois très exigeante, nos clients, et aujourd'hui, une négociation rude avec des acheteurs. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et c'est pour ça qu'on se positionne plutôt, nous, dans le premium. Où là, il va y avoir... Où on peut payer nos agents correctement et le mieux possible. Parce que finalement, quelque part, le donneur d'ordre va prendre en compte cette qualité en tout cas, on essaye. Je ne dis pas que c'est simple tous les jours. Certains de nos clients le comprennent très bien, d'autres un peu moins. Mais il faut prouver par la valeur qu'on apporte, la prestation, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, comme on dit. Bien sûr. Dans votre vision et la prospective, vous souhaitez multiplier par 2 votre chiffre d'affaires en 5 ans? En 5 ans, c'est l'objectif, c'est mon mandat. Avec ma famille, avec la famille Tello, c'est mon mandat de multiplier par 2 en 5 ans de chiffre d'affaires. Donc c'est une belle ambition. Et pour ça, il y a un plan de transformation que je suis en train de mener. C'est ce que j'aime faire aussi. Travailler sur tous les processus, qu'il soit financier, qu'il soit ressources humaines, comme on vient de l'évoquer, la partie commerciale qui a été évoquée par Benoît fort justement, en cassant un peu les codes sur la partie financière. C'est un métier où il faut être très précis sur la gestion de nos marges. Nos marges sont relativement faibles. Benoît parlait des références au retail sur lequel je suis sensible. J'ai travaillé 12 ans chez Carrefour. On a un niveau de marge dans la sécurité relativement faible. Il faut bien les gérer. Et puis, on a une dimension très importante sur la qualité et l'excellence opérationnelle. Voilà, donc on travaille sur tous les processus. Et puis, on va porter cette croissance aussi avec, je l'espère, des acquisitions. Plutôt tourné vers la technologie. Donc, croissance externe. En croissance externe, d'ici 2 à 3 ans, je l'espère, plutôt tourné vers la technologie pour apporter de la valeur ajoutée à notre surveillance humaine, donc lier la techno et l'humain. Donc je bois les paroles du chef d'entreprise de Vision par rapport à ça. On ne sera peut-être pas tout à fait sur tous ces sujets-là. Non, mais il y aura peut-être justement une complémentarité. Alors nous, ça sera plus sur de la télésurveillance, de la vidéosurveillance, mais qui va venir apporter, comme on dit, une solution de sécurité intégrée avec technologie pour apporter des compléments, parce qu'on croit à l'humain, mais on croit aussi beaucoup à la technologie, pour pouvoir demain continuer à fidéliser nos clients et apporter encore un peu plus de valeur ajoutée. On le voit bien, et merci Thomas de le rappeler, qu'effectivement cette complémentarité est essentielle aujourd'hui entre l'homme et la machine, comme on dit.
c'est essentiel. Dans vos développements, vous avez très bien parlé de la croissance externe, je vous en remercie. Au niveau de la croissance interne, j'aimerais bien revenir sur cet aspect. Alors, recrutement, est-ce que vous avez un ordre d'idée de demain ça peut représenter combien de salariés en recrutement ou en pourcentage, du moins? En 2024, ça sera à peu près 200 ETP, 200 salariés qu'il faut recruter, y compris quelques cadres aussi, parce que comme on développe nos secteurs d'activité, il faut aussi recruter des cadres, ce qu'on a commencé à faire début 2024, y compris aussi avec un ou une responsable de recrutement en plus qui va venir finalement valider la stratégie de recrutement, la moderniser et en tout cas l'accentuer. Donc c'est à la fois des cadres et surtout des équipes terrain. Donc 200 ETP en 2024 et probablement si on est dans le plan de croissance sur les années à venir, 2025-2026, on rajoutera à peu près 200 à 300 ETP par an. Ce qui nous amènera à un chiffre relativement conséquent. Mais alors on ne fait pas la course aux chiffres. Mais en tout cas, cette croissance, bien sûr, tendra à recruter du personnel. Tant mieux, c'est positif. Avec des difficultés, mais c'est pour ça qu'on anticipe dès maintenant. Et ce sont des beaux challenges. Pour terminer, Thomas, vous avez parlé de ces 5 secteurs d'activité. Vous avez dit que le luxe, c'était un secteur d'activité très important. Vous avez évoqué le secteur d'activité événements et sportifs, que je crois, alors cette année est une année particulière, mais que vous développez de plus en plus. Oui, alors cette année, c'est vrai que c'est une année charnière, charnière avec les Jeux Olympiques, mais pas que, puisqu'on assure aussi d'autres événements. Alors on a une culture événementielle forte, liée au luxe. Du coup, on a décidé de dupliquer cette culture événementielle forte avec nos dispositifs de sécurité sur, en effet, les événements sportifs majeurs. Alors, on ne fera pas de la sécurité dans les stades, stadiers, comme on dit, parce que ce n'est pas notre métier. Par contre, on apporte notre valeur ajoutée aujourd'hui, en effet, avec des clients de prestige. Donc, on a des grosses ambitions en 2024. Ce n'est pas un galop d'essai, être partenaire sur les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on prend des lots sur lesquels on a là aussi une expertise de hospitality, VIP, médias. Voilà, c'est des métiers sur lesquels on a des savoir-faire, on est ravis. On avait fait le pré-test en août 2023 lorsqu'il y avait une manche de Coupe du Monde sur la scène de triathlon. Donc on avait été d'ailleurs félicité par les membres du COJO. Donc voilà, ça nous a inspiré. On continue d'accentuer nos efforts sur ce business-là. On en est ravis. Puis on vous verra sur Roland-Garros ? Oui, en plus ça me fait plaisir. Et en effet, on pourra voir sur Roland-Garros et on verra surtout nos équipes opérationnelles sur ce bel événement et sur tous les événements adossés. C'est aussi les Paralympiques sur ce site merveilleux, Porte d'Auteuil. Voilà, donc on nous verra a priori. Eh bien, parfait. Merci beaucoup Thomas. Merci Benoît d'être venu sur ce plateau aujourd'hui d'Anews Sécurité. Et puis, je vous dis à très bientôt, pour un nouveau plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anews Sécurité et à bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu.